Un millionnaire resta sans voix en voyant de ses propres yeux la femme de chambre projeter son fils à terre, au bord du bassin du jardin. Quelques instants plus tard, le garçon murmura « Papa, tu peux rester à la maison. » La vérité derrière ces mots laissa l'homme incapable de prononcer un son. Alexander Grant coupa le moteur et verrouilla la voiture. Il traversa en hâte le jardin de la propriété, impatient de revoir son fils après de longues journées passées à travailler. Des années auparavant, il avait perdu sa femme et, depuis, il s'était jeté à corps perdu dans le monde des affaires pour combler le vide. Dans cette course effrénée, il avait involontairement laissé son petit garçon grandir, comme à moitié oublié dans une maison froide et silencieuse. Ce jour-là, pour la première fois depuis des semaines, il avait réussi à rentrer tôt. Mais la scène qui l'attendait lui serra le cœur. Léo, son jeune fils, trébuchait au bord du bassin, ses petits bras agitant l'air comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose. La terreur tordait son petit visage, ses grands yeux fixant le vide. Une fraction de seconde plus tard, le corps de Léo perdit complètement l'équilibre et s'effondra sur le pavé de pierre près de l'eau avec un bruit sourd et résonnant. Immédiatement, Emma, la nouvelle nounou qu'Alexander avait embauchée quelques mois auparavant, se précipita vers lui. Elle se pencha à côté de Léo, sa voix empreinte à la fois d'une pointe d'alarme et de quelque chose d'étrangement calculé, presque forcé. Il a glissé en courant. J'ai dit à Léo d'être prudent, dit-elle rapidement, tendant la main comme pour le stabiliser. Mais Alexander était déjà là. Il se trouvait à moins de 10 pas, assez près pour tout voir et entendre clairement. Il ne se précipita pas tout de suite. Au lieu de cela, il se retint juste assez longtemps pour observer. Léo commença à sangloter, ses pleurs entrecoupés et tremblants comme ceux d'un chaton perdu. Quand la main d'Emma se dirigea vers lui, il retira brusquement son bras, se détournant de son contact. Ses yeux remplis de larmes la fixèrent avec une terreur pure. Comblant la distance, Alexander s'agenouilla à côté de son fils, posant une main ferme sur la petite épaule du garçon. « Mon fils, tu es blessé ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sa voix était calme, mais au fond de lui, une vague de malaise montait. Léo continuait de pleurer, ses petites épaules tremblantes. Il évita le regard d'Alexander et refusa de regarder Emma, la tête baissée, les sanglots continuant de s'échapper. Quand Alexander le pressa de nouveau doucement, Léo ne fit qu'un très léger hochement de tête, si petit qu'il aurait pu passer inaperçu, mais suffisamment clair pour qu'Alexander y discerne un déni silencieux. Emma avait réussi à retrouver son calme. Elle s'interposa en douceur, sa voix empreinte d'inquiétude, mais avec une cadence délibérée et contrôlante, comme si elle voulait diriger la conversation. « Oh, Alexander, je suis vraiment désolé de cet oubli. Je faisais juste faire à Léo quelques petits exercices pour l'aider à prendre confiance en lui. Je les ai inventés moi-même, et peut-être que je n'ai pas anticipé à quel point il pouvait être énergique. Cher Léo, ça va, mon chéri ?» Alexander ne répondit pas à Emma. Il se pencha pour examiner Léo. Juste quelques légères éraflures sur les genoux et les paumes du garçon, probablement dues au contact avec le sol en pierre. Doucement, il caressa les cheveux de Léo, sentant la chaleur des larmes encore accrochées à ses joues. Quand Emma tendit de nouveau la main, cette fois pour lisser les cheveux de Léo, Alexander remarqua la même réaction. Le dos de Léo se raidit soudainement, comme une corde de violon tendue à l'excès. Ce recul instinctif, aussi minime soit-il, surprit Alexander. Ce n'était pas la simple réaction d'un enfant qui venait de tomber. C'était la réaction d'un corps sur ses gardes, d'un corps cherchant à éviter tout contact. Une faible braise de malaise commença à s'allumer en lui. Alexander laissa Emma poursuivre son explication sur les exercices. Il hocha la tête comme s'il acceptait ses paroles, mais ses yeux ne quittèrent jamais Léo. Le garçon resta silencieux, se serrant contre lui comme s'il cherchait protection. Se relevant, Alexander jeta un coup d'œil autour de lui. À proximité, sur la familière table de patio en marbre, se trouvait le petit bateau joué en bois de Léo. Trempé, peint en bleu et blanc, avec une petite voile maintenant délavée, il semblait abandonné. Alexander le ramassa, sa main caressant instinctivement le bois lisse, encore humide au toucher. Un souvenir doux amer lui revint en mémoire. Il se souvint d'Isabella, sa défunte épouse, assise ici à l'ombre de l'érable, lisant à Léo. Elle riait de bon cœur chaque fois que Léo racontait avec enthousiasme des histoires sur les aventures imaginaires du bateau. Ce bateau était l'un des rares jouets qu'Isabella avait donné à Léo avant son décès, et maintenant il était là, trempé, abandonné sur la table. Un témoin silencieux de ce qui venait de se passer.
Alexander ne dit rien de plus. Il serra fermement le bateau dans sa main, sentant son poids, et avec lui, le poids de son malaise croissant. La chute, la réaction de Léo, le ton d'Emma, ensemble, ils plantèrent une graine de doute dans l'esprit d'Alexander. Pas encore assez pour tirer des conclusions, mais assez pour orienter ses pensées dans une toute autre direction. Une semaine s'était écoulée depuis cet après-midi près du lac. Alexander était englouti par l'impitoyable routine de travail, des voyages d'affaires inattendus le tirant hors de la maison quand Léo dormait encore profondément, et ne le ramenant qu'après que le garçon soit déjà couché. Chaque fois que cela arrivait, la culpabilité le rongeait, un questionnement silencieux de lui-même. En tant que père célibataire, il savait qu'il devait gagner de l'argent, qu'il devait assurer l'avenir de son fils. Mais était-il en train d'échanger quelque chose de bien plus précieux? Le lendemain matin, Alexander se força à se lever plus tôt que d'habitude. Il descendit à la cuisine où Emma préparait le petit déjeuner pour Léo. Le garçon était assis tranquillement sur sa chaise, les yeux fixés sur son bol de céréales. Alors que Léo tendait la main vers sa cuillère, Alexander aperçut de légers hématomes sur le poignet de son fils. Des marques violettes et douces, comme des nuages sombres accrochés à une peau fragile. « Léo, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Alexander s'agenouilla, prenant délicatement le poignet de son fils. Une douleur aiguë lui transperça la poitrine. Emma se retourna, son sourire familier toujours en place. Oh, c'était quand il s'entraînait sur le vélo d'équilibre l'autre jour. Alexander, il a fait une petite chute. Je lui ai dit d'être prudent. Les enfants sont comme ça, tellement pleins d'énergie. Sa voix était calme, posée, sans le moindre tremblement. Alexander hocha la tête, essayant de la croire. Il s'était rassuré des dizaines de fois depuis la chute au lac. Les enfants étaient énergiques, des accidents arrivaient, il le savait bien. Mais ses yeux s'attardèrent sur les bleus, et cette petite graine de doute plantée une semaine plus tôt pesait maintenant plus lourdement sur son esprit. Cet après-midi-là, en déposant Léo à la maternelle, Alexander en profita pour parler à Monsieur Hargrove, l'instituteur. Le garçon semble aller bien ces derniers temps, Monsieur Grant, dit Monsieur Hargrove d'un ton mesuré. Quand il y a des adultes, Léo est poli et coopératif, mais il a tendance à éviter les jeux de groupe, et plus que cela, il semble mal à l'aise chaque fois qu'il entend un adulte élever la voix, même en plaisantant. Alexander écouta, chaque mot de Monsieur Hargrove étant comme des pièces de puzzle éparses qui ne s'emboîtaient pas tout à fait, mais qui laissaient entrevoir une image déformée. Éviter les jeux de groupe, avoir peur des voix fortes, ce n'était pas le Léo qu'il connaissait, le garçon curieux et extraverti qui aimait explorer. Il remercia Monsieur Hargrove, mais ses pas hors de la salle de classe lui semblaient plus lourds. Cette nuit-là, Alexander travailla tard dans son bureau à domicile. Léo dormait déjà profondément dans son lit. Mettant son travail de côté, Alexander alla le voir. Le garçon s'agita, ses paupières s'ouvrant en un battement de cils lorsqu'il vit son père. Léo bougea lentement, se redressant. Il attrapa une poignée de la chemise d'Alexander, sa voix n'étant qu'un murmure, presque perdu dans le silence. « Papa, tu peux rester à la maison. » Alexander sentit sa poitrine se serrer. Il était sur le point de répondre, mais Léo lâcha rapidement prise, ses yeux tombant sur les draps avant de se fermer. Il ne dit rien de plus, se contenta de se recoucher et de tirer les couvertures sur lui. Ce retrait soudain, ce recul, fit se tordre le cœur d'Alexander. Ce n'était pas le simple désir d'un enfant qui voulait son père près de lui. C'était la peur silencieuse d'être rejeté, d'être puni. Un lourd silence enveloppa la pièce. Alexander resta assis tranquillement au chevet de son fils pendant un long moment, la culpabilité s'infiltrant lentement. Qu'avait-il manqué? Faisait-il trop confiance à Emma, ou était-il simplement trop sensible après la chute de Léo la semaine dernière? Quelque chose n'allait pas. Le sentiment devint de plus en plus fort d'heure en heure, pesant sur lui comme un rocher sur sa poitrine. Quelques nuits plus tard, le malaise avait gonflé démesurément. Il ne pouvait plus se concentrer sur son travail. Assis devant son ordinateur, il ouvrit le plan des caméras de sécurité de la propriété. Le jardin, le couloir arrière, le garage. Il zooma sur chaque zone. Comme il l'avait suspecté, le récent projet d'aménagement paysager avait laissé de larges angles morts, des coins complètement hors de portée des caméras. C'est exactement là que la chute de Léo avait eu lieu, et aussi les endroits mêmes qu'Alexander se sentait maintenant contraint d'enquêter. À minuit, quand la maison fut silencieuse, Alexander prit son téléphone et appela Daniel Harris, un ami proche de l'université,
un ancien policier qui dirigeait maintenant une entreprise d'enquête privée. « J'ai besoin de tes conseils, Daniel, dit Alexander, sa voix basse et rauque. Je me sens comme un idiot, comme si je négligeais quelque chose de précieux. » Alexander raconta brièvement la chute, les bleus, le murmure de Léo et le comportement d'Emma. Daniel écouta sans l'interrompre. « Alexander, je sais ce que tu traverses, dit Daniel, calme et posé. Mais voici mon conseil, de quelqu'un qui est dans le métier, obtiens les faits d'abord avant de porter un jugement. » Alexander serra plus fort le téléphone. Les mots de Daniel le frappèrent comme un seau d'eau froide sur le feu qui faisait rage en lui, mais ils brillèrent aussi comme une lampe, éclairant le chemin à suivre. La culpabilité d'un père qui avait manqué les premiers signes d'alerte, la peur rongeante pour la sécurité de son fils, tout cela fusionna en une résolution froide et délibérée. Il ne ravalerait plus sa colère. Il découvrirait la vérité. Et la mesure qu'il prendrait ensuite serait celle qu'il regretterait le plus. Les mots de Daniel restèrent gravés dans l'esprit d'Alexander, comme un commandement signé. Il n'hésita pas. Cette nuit-là, il resta éveillé dans son bureau, la lueur de l'écran éclairant sa joue, sa lumière constante reflétant la façon dont il se forçait à rester calme. Le lendemain matin, de petits paquets adressés au nom de Daniel reposaient soigneusement dans les mains du majordome. Alexander se contenta d'acquiescer, sans offrir d'explication. Il attendit que la maison soit tombée dans le rythme régulier de minuit, Léo profondément endormi, la porte d'Emma doucement fermée. Ce n'est que lorsque le faible sifflement du vent s'infiltra par les fentes de la fenêtre qu'il commença. La lampe de poche qu'il tenait était réglée sur son faisceau le plus bas. Il descendit le couloir arrière à pas délibérés, évitant les planches qui gémissaient. Au bord du porche faisant face au lac, où une vieille caméra avait longtemps été cachée par des arbustes nouvellement plantés, Alexander fixa une minuscule lentille pas plus grande qu'un bout de doigt. Le signal apparut instantanément sur sa tablette. Les mots « Jardin Ouest » brillèrent au-dessus d'un graphique stable et ininterrompu. Il continua vers la salle de jeu, tendit la main derrière la bibliothèque et ajusta l'angle vers le bas, vers le tapis de puzzle et le bureau d'études, où Emma enseignait habituellement les lettres à Léo. Ce flux, il le nomma « centre de la salle de jeu ». Avant de terminer, il traversa la cuisine, jeta un coup d'œil à la porte coulissante laissée légèrement ouverte pour l'aération, prit une inspiration et fixa un microphone sur le cadre de la porte. Si quelqu'un choisissait cet endroit tranquille pour murmurer, chaque mot serait capté ici. Il vérifia tout une fois de plus. Tout fonctionnait, tout était rangé dans un tiroir. Le lendemain, il maintint son emploi du temps comme si rien ne s'était passé. Il se rendit sur le chantier de construction, assista à des réunions, répondit à des courriels. Mais le téléphone dans sa poche vibrait chaque fois que le système détectait un mouvement. Il s'entraîna à ne pas regarder trop souvent. Tout signe d'impatience pouvait se transformer en erreur. En fin d'après-midi, alors que la réunion du conseil atteignait le vote, le téléphone vibra sans arrêt. Centre de la salle de jeu a signalé une activité. Jardin Ouest a montré un mouvement. Et, la porte de la cuisine s'est éclairée avec du son. Alexander demanda à lever la séance plus tôt et quitta le bureau, sans même un changement dans sa respiration. Une fois la porte du bureau verrouillée derrière lui, l'écran s'emplit de 2 flux vidéo en direct et d'une bande d'ondes sonores fonctionnant en continu. La première scène était suffisamment calme pour tromper n'importe qui. Emma sur le canapé, la tête penchée sur un livre. Léo sur le tapis, empilant des blocs de bois. Mais Alexander vit ce qu'il s'était dit de surveiller. Les épaules de Léo se repliant vers l'intérieur, son dos se raidissant chaque fois qu'Emma tournait une page. Il tressaillait et se recroquevillait, ses yeux dardant de côté en côté comme s'il se préparait à quelque chose. Tout le monde ne remarquerait pas de tels réflexes. Un père qui avait déjà perdu quelqu'un de cher le ferait. Emma ferma le livre. Elle se leva, s'approcha du tapis, sa voix devenant dure, aiguë, dépouillée de toute trace de douceur. « Tu ne peux pas te tenir droit ? Es-tu si faible que ça ?» Sa main s'abattit sur le poignet du garçon, faisant perdre l'équilibre à Léo. Une cuillère en plastique tomba sur le sol. « Je vais t'apprendre ce que signifie être droit. » Le microphone dans la salle de jeu capta chaque mot. Léo ne pleura pas à voix haute. Il déglutit difficilement, ses bras se serrant contre sa poitrine, comme pour protéger une blessure invisible à l'œil. Une assiette de nourriture fut posée. « Mange tout. Si tu ne le fais pas, tu n'iras nulle part. » Léo ramassa la cuillère, sa main tremblant si fort qu'elle racla le bord du bol avec un son perçant. Faible,
tout comme ta mère. Inutile. Les derniers mots transpercèrent les oreilles d'Alexander. Sur l'écran, Léo eut un haut le cœur, puis se recroquevilla étroitement contre le mur. Le son qui sortit de la gorge du garçon était celui qu'Alexander avait déjà entendu aux urgences, faible, coupé court, comme s'il n'y avait pas assez d'air pour former un véritable cri. Alexander posa ses deux paumes à plat sur le bord du bureau, se forçant à rester immobile. 2 ans plus tôt, lorsque l'hôpital l'avait appelé, il était arrivé 15 minutes trop tard. En ces quelques minutes, le monde avait basculé. En regardant Léo se serrer la poitrine, il pouvait maintenant entendre le silence qui accompagne la perte revenir, lent et lourd, remplissant la pièce. Ce genre de silence ne fait aucun bruit, mais il écrase les vivants jusqu'à ce que leur poitrine leur fasse mal. Il ne permettrait pas à cette maison de contenir à nouveau ce silence. Le téléphone sonna dans la cuisine. Emma sortit du cadre de la salle de jeu. Le flux audio étiqueté, porte de la cuisine, connut un pic alors que le vent extérieur transportait les échos vers le micro. Sa voix baissa, urgente mais essayant de rester calme. « Monsieur R, le garçon sera aussi silencieux qu'un agneau. Attendez le signal, dès que vous. » Une rafale de vent engloutit plusieurs mots. Puis sa voix revint, « Je m'assurerai que tout se passe exactement comme prévu. » Le bruit d'un loquet qui clique, des talons qui frappent le sol, puis sa dernière phrase, « Je vous enverrai un SMS ce soir. » Ne rappelez plus. Alexander la rejoint, filtrant le vent, écoutant le nom, Monsieur R, encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de doute. Ce n'était pas une explosion soudaine de violence. Il y avait une planification, un signal, quelqu'un qui attendait à l'autre bout. Il revint au flux, centre de la salle de jeu. Léo était toujours assis immobile dans le coin, les bras serrés autour de sa poitrine. Le vide dans les yeux du garçon tira à moitié Alexander sur ses pieds, puis l'ancra de nouveau. Il força la colère à l'arrière de son esprit, la remplaçant par de la discipline. S'il intervenait maintenant, il ne ferait que libérer sa rage et alerterait quiconque était derrière tout ça. S'il restait calme, il pourrait briser toute la chaîne de mains qui s'immisçait dans la vie de son fils. Le fichier vidéo était crypté. L'audio de la cuisine était découpé et horodaté. Il l'envoya à Daniel avec une courte note, retrace cet appel, découvre qui est R. Puis il resta immobile, respirant jusqu'à ce que sa poitrine se calme. Les étapes suivantes lui vinrent, non pas comme une liste de contrôle, mais comme des actions concrètes. Renforcer la surveillance de la porte de la cuisine et du portillon latéral. Maintenir les routines quotidiennes inchangées afin qu'Emma ne se doute de rien. Parler à l'enseignant de Léo de sa peur des bruits forts et demander une observation privée pour lui. Tout devait avancer sans le moindre changement. Tout devait paraître normal. Il éteignit l'écran et sortit du bureau. Dans le couloir, la photo d'Isabella sur l'étagère capta une parcelle de lumière. Alexander s'arrêta, toucha le bord du cadre. Il ne dit rien à voix haute, mais la promesse en lui était claire. Il avait été en retard une fois, il n'y aurait pas de seconde fois. Le vent extérieur sifflait toujours à travers l'encadrement de la porte de la cuisine. À l'intérieur, la maison était si silencieuse qu'un passant aurait pu penser que rien ne se passait. Seul le disque dur savait le contraire, contenant maintenant quelques minutes de données supplémentaires, des minutes suffisamment précises pour marquer l'heure, le lieu et la personne qui aurait à répondre de tout cela. À partir de ce moment, la bataille avait un chemin tout tracé. Le lendemain matin, le ciel était gris argenté, la pluie tombant contre la fenêtre du bureau d'Alexander. Mais dans sa tête, la tempête faisait toujours rage. Les images du clip qu'il avait regardé la nuit précédente refusaient de le lâcher, surtout les yeux terrifiés de Léo et cette phrase glaçante, « Monsieur R », la retenue qu'il avait fallu pour ne pas confronter Emma sur le champ lui avait coûté une nuit entière de sommeil, mais elle avait aussi aiguisé sa détermination. Il avait besoin de réponses, et il en avait besoin maintenant. Moins de 24 heures après avoir reçu le fichier crypté, Daniel Harris rappela Alexander. La voix de Daniel était stable, mais il y avait une tension inhabituelle. « Alexander, j'ai tracé ce numéro de téléphone, » dit Daniel. Il passe par une société écran assez élaborée enregistrée dans un autre état, mais au final, j'ai réussi à le relier à un nom familier, Richard Hale. Ce nom transperça Alexander comme un couteau dans la mémoire. Richard Hale. La pluie dehors semblait s'intensifier, ou était-ce seulement le poids pressant sur sa poitrine? 8 ans auparavant, Alexander était un jeune auditeur ambitieux.
C'est lui qui avait exposé le détournement de fonds et l'utilisation de matériaux bon marché et dangereux dans les projets de construction de Hale. Les preuves étaient irréfutables. Le scandale avait secoué la ville, ruiné l'entreprise de Richard et l'avait envoyé en prison sans qu'il ne lui reste plus rien. Alexander se souvenait encore de la haine brûlante dans les yeux de Richard alors qu'on le traînait hors de son bureau, son visage déformé par la rage alors qu'il hurlait « Tu m'as tout pris, Grant. Tu le paieras. Un jour, tu perdras la chose que tu aimes le plus. » À l'époque, Alexander avait rejeté ces mots comme l'explosion amère d'un homme brisé. Mais maintenant, il résonnait dans son esprit, clair, menaçant et bien trop réel. Il est sorti depuis 3 ans, continua Daniel, ramenant Alexander au présent. Et il semble qu'il te surveille depuis, surtout après l'accident d'Isabella. Il a compris que Léo est ton point faible. Il veut se venger, Alexander, une vengeance complète. Daniel révéla le dernier chaînon manquant. Une employée de l'agence de services domestiques, celle-là même qu'Emma avait contactée, avait été soudoyée. Cette employée avait filtré les faux documents d'Emma, s'assurant qu'elle soit placée dans la demeure des Grandes sans éveiller les soupçons. La piste de l'argent était claire, Richard Hale, agissant par l'intermédiaire de sa sœur Margaret et d'une société écran, avait payé l'employé, et de là, Emma avait été financée pour exécuter le plan. Que veut-il demanda Alexander, sa voix n'étant plus brisée, mais dure comme l'acier. La vérité était maintenant mise à nu, et sa peur s'était cristallisée en une froide fureur. Il veut te détruire, Alexander, expliqua Daniel. Pas seulement en blessant Léo, mais en traînant ton nom dans la boue devant le public, puis peut-être en te faisant chanter, ou simplement en te regardant t'effondrer. Il a de l'argent, il a les réseaux pour y arriver. Il n'est pas seulement connecté, il a un motif d'une cruauté extrême. Alexander se pencha en arrière sur sa chaise, ferma les yeux et inspira profondément et régulièrement. Le plan était clair maintenant. Ce n'était plus une affaire privée. C'était une vraie bataille. Dans son esprit, il élabora une stratégie à 2 niveaux. Premièrement, protéger Léo à tout prix. Pas un seul cheveu sur la tête de son fils ne devait plus être blessé. Alexander décrocha le téléphone et appela Daniel. « J'ai besoin de l'équipe de sécurité la plus fiable que tu puisses monter, discrète. Renforcez la couverture et établissez un corridor sécurisé à l'intérieur de la maison où Léo pourra être complètement protégé. Deuxièmement, tendre un piège légal et criminel à Richard Hale et Emma. Il avait besoin de preuves solides, d'une chaîne de preuves inébranlable qui les traînerait tous les deux devant la justice. Il ne suffisait pas de faire tomber ses ennemis. Alexander voulait les effacer définitivement de sa vie et de celle de Léo. Il donna des instructions à la sécurité pour qu'ils fassent des rotations de quart, s'assurant que quelqu'un soit en veille 24 heures sur 24, mais sans jamais laisser leur présence être évidente. En même temps, il maintenait les apparences avec Emma. Il mangeait toujours à la même table, parlait toujours avec courtoisie, se comportait toujours comme si rien n'avait changé. C'était éreintant, mais Alexander savait que c'était la clé. Emma ne devait jamais se douter de rien. Elle devait continuer à se dévoiler. La nuit tomba, une légère bruine planant dans l'air. Le vent s'infiltrait à travers les feuilles, sifflant faiblement contre l'encadrement de la fenêtre. À l'intérieur, les lumières avaient été tamisées au minimum. Dehors, les caméras cachées qu'Alexander avait installées de ses propres mains fonctionnaient silencieusement. L'équipe de sécurité de Daniel était en attente à 3 positions, sous le porche donnant sur le jardin, près de la jardinière près du portillon latéral, et au cabanon à l'extrémité de la cour. Personne ne prononça un mot. Tout le monde attendait le signal. Le plan avait été soigneusement élaboré par Alexander et Daniel des jours à l'avance. Il quitta la maison dans sa voiture habituelle pour détourner les soupçons, puis passa dans un autre véhicule déjà préparé pour une surveillance discrète. Dans le salon, Alexander serra Léo contre lui, la chaleur du garçon pressé contre sa poitrine, la légère odeur de savon encore accrochée à ses cheveux. « Papa, tu dois vraiment partir, » murmura Léo. Alexander embrassa le front de son fils, gardant sa voix ferme. « Je dois partir en voyage d'affaires, mais je t'appellerai en vidéo dès que j'arriverai. » Il détourna son visage pour que Léo ne voie pas l'humidité s'accumuler dans ses yeux. Quittant la maison, sa voiture roula à travers le portail principal et sur la large route. Dans un virage désert, il changea de véhicule, remit sa valise au chauffeur et prit le téléphone satellite sur ses genoux. L'écran de la tablette montrait 4 flux de caméras. Il resta immobile dans l'obscurité, son rythme cardiaque ralentissant au rythme de la pluie. Dans la maison,
Emma envoya un court SMS, « Ce soir ». Puis elle murmura à travers la porte de la cuisine entr'ouverte, « Déverrouille la porte arrière coulissante ». 5 minutes. Elle entra dans la chambre de Léo. Monsieur Hargrove était assis à côté du lit, lisant tranquillement quelques lignes d'une histoire. Emma esquissa un doux sourire. « Ton père vient de m'appeler. Il veut te voir en vidéo près du lac avant de monter dans l'avion. Viens vite, ou tu le manqueras. » Léo se figea, ses yeux dérivèrent vers la photo encadrée d'Isabella sur la table de nuit comme s'il attendait un signe invisible. « Où est papa ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Emma serra légèrement le poignet de Léo. « Il t'attend près du lac. » Monsieur Hargrove se leva lentement, joignant ses mains derrière son dos pour dissimuler la petite radio cachée dans sa manche. « Il pleut, dit-il, essayant de gagner du temps. Laissez-moi prendre un manteau et des bottes. » L'impatience d'Emma perça. « Pas besoin. Cela ne prendra que quelques minutes. » Il ouvrit le tiroir, fouillant délibérément plus longtemps que nécessaire, jetant des coups d'œil à Léo. Les yeux du garçon s'accrochèrent à lui. « Papa a vraiment appelé ?» demanda Léo de nouveau, si doucement que seule une personne proche aurait pu l'entendre. « Il appellera » répondit monsieur Hargrove, insistant sur chaque mot, comme un encouragement et un avertissement codé. Il fourra un manteau dans les bras de Léo, remonta la fermeture éclair jusqu'à son menton, et seulement alors permit à Emma de prendre la main du garçon et de l'emmener. Le couloir du jardin était humide et froid. La pluie tambourait régulièrement sur les avant-toits. Emma s'arrêta à la porte de la cuisine, inclinant la tête pour écouter. Pas de voiture. Elle sortit son téléphone et envoya un point d'exclamation. Ils attendirent. 1 seconde, 2. La pluie semblait plus forte de loin. Le faible bourdonnement d'un moteur se mêlait au vent, s'estompant et revenant. Emma tira Léo plus près, sa voix baissant, « Reste immobile. » Monsieur Hargrove se tenait légèrement derrière eux, sa main posée sur le cadre de la porte. 2 coups doux contre le bois, un signal pour les renforts en attente. Sur le porche, le garde de sécurité cligna des yeux une fois et resserra sa prise sur la radio. Il fallut près de 2 minutes entières avant que le moteur ne devienne distinct. Une camionnette noire sans plaque d'immatriculation rampa le long de la voie de service derrière la maison, phares éteints, seulement un faible clignotement des feux de signalisation pulsant comme des respirations peu profondes. Le portillon latéral s'ouvrit doucement. Le vent projetait la pluie de côté sur le porche. Emma tira Léo vers la fente du portail. Le garçon s'arrêta de nouveau, demandant pour la 3e fois, s'accrochant comme au dernier fil, « Où est papa ?» Juste là, répondit Emma, serrant plus fort le poignet du garçon pour bloquer toute hésitation. À l'intérieur d'un véhicule sombre garé à quelques pâtés de maison, Alexander observa les graphiques de mouvement s'emballer d'un coup. Il déglutit difficilement, activa le mode de suivi pour les 4 flux, son pouce planant au-dessus du déclencheur de sécurité. Porte de la cuisine, ne transmettait que le vent sifflant. Jardin ouest, montrait le portail entrouvert. Centre de la salle de jeu, était vide. Allée arrière, une caméra nouvellement cachée, capturait la partie arrière de la camionnette qui s'insérait. La porte coulissante de la camionnette s'ouvrit avec un grincement mouillé et métallique. Un homme en casquette de baseball descendit sur le trottoir, la moitié de son corps encore englouti par l'obscurité. Emma poussa Léo en avant. Le garçon frissonna, les yeux écarquillés, les pieds bloqués sur le bord de briques glissant. « Bouge » siffla-t-elle. Pas de cloche, pas de sirène. Seule la lumière de sécurité du Porsche clignota une fois, faiblement, puis s'éteignit. L'alarme silencieuse était active. La radio du garde bourdonna violemment dans sa main. Dans le cabanon, le 3e homme serra ses gants et se pencha en avant. Monsieur Hargrove inclina son épaule, faisant un demi-pas en avant comme pour ajuster le col de Léo, gagnant juste 1 seconde de plus. « Attention à la marche, jeune maître, dit-il, s'assurant clairement que le micro du Porsche captait le mot-clé. Sur la tablette d'Alexander, un petit point rouge commença à clignoter régulièrement. Il murmura dans le téléphone satellite, « Allez-y ». Le vent projeta la pluie à travers l'entrée. Léo se tenait maintenant au bord du portail. L'homme près de la camionnette leva un bras, une main large et sombre brillant sous la lumière du signal. Emma se dressait derrière, serrant toujours le poignet du garçon, prête à le pousser dans la camionnette. L'air se tendit en un seul battement suffocant, comme si chaque son s'était engouffré dans un tuyau étroit. Dehors, les roues de la camionnette firent un demi-tour en avant, puis,
en un laps de temps mince comme une lame, les ombres sur le porche et près du parterre de fleurs s'animèrent tout en même temps. La lumière de sécurité vacilla d'un faible rouge, puis s'éteignit en un clin d'œil. Mais ce seul signal fut suffisant pour déclencher tout un système qu'Alexander et Daniel avaient mis en place avec une minutie méticuleuse. La nuit calme et pluvieuse fut soudain déchirée par des bruits aigus et urgents, des pas lourds, le crépitement des radios, et des faisceaux de lampes de poche coupant droit sur la camionnette non identifiée. La camionnette venait de ramper vers le portillon latéral lorsqu'elle fut forcée de s'arrêter. Hors de l'obscurité, 3 silhouettes en uniforme de sécurité émergèrent. 2 bloquèrent l'avant et l'arrière du véhicule. Le 3e se jeta vers la porte coulissante. Au même instant, des sirènes de police hurlèrent au loin, devenant plus fortes à chaque seconde qui passait. L'homme en casquette de baseball, Jack Turner, avait à peine posé un pied sur le pavé qu'il fut maîtrisé. Il n'eut pas le temps de réagir, aucune chance de comprendre ce qui se passait avant d'être violemment poussé contre le flanc de la camionnette, les poignets menottés. Il grogna, s'efforçant de se libérer, mais c'était inutile. Emma, debout juste derrière Léo et sur le point de le pousser dans la camionnette, se figea. Son visage, autrefois masqué d'une fausse douceur, devint blanc de terreur. Elle sursauta, lâcha le bras de Léo et poussa un cri aigu. Je lui ai dit d'arrêter, mais il ne voulait pas. Il essayait d'enlever le garçon. J'essayais seulement de protéger Léo. Mais les excuses ne signifiaient rien. Alexander l'avait anticipé. L'un des agents de sécurité s'avança, son gilet tactique portant une petite caméra corporelle, la lumière d'enregistrement clignotant toujours. La caméra avait déjà capturé chaque détail des actions d'Emma, la façon dont elle avait agrippé le poignet de Léo, l'avait traîné hors de la maison et lui avait donné cette dernière poussée vers la camionnette. Aucun mensonge ne pouvait effacer ce qui avait été enregistré. Dans le chaos, Léo devint mou, son petit visage spectral de peur. Il vit les phares clignotants des voitures de police se rapprocher, des hommes étranges se précipiter, et l'expression tordue d'Emma. Un tout petit cri s'échappa de sa gorge, « Papa! Papa !» Monsieur Hargrove, qui avait suivi de près depuis la maison, s'élança en avant. Il prit Léo dans ses bras, serrant fort l'enfant tremblant. Léo enfouit son visage dans l'épaule de Monsieur Hargrove, un bras serrant le vieil ours en peluche que sa mère lui avait laissé, un précieux souvenir, maintenant la seule encre qu'il avait. Sa voix se brisa alors qu'il répétait encore et encore, « Papa! J'ai peur! J'ai peur !» Ses sanglots se mêlaient au son de la pluie et des sirènes de police qui se rapprochaient. Les policiers envahirent la scène, bouclant la zone. L'officier commandant s'approcha d'Emma, lui ordonnant de lever les mains. Quand ils fouillèrent son sac à main, ils en sortirent une pile de documents. C'était un plan d'enlèvement détaillé, l'emploi du temps quotidien de Léo, un plan de la maison, même des itinéraires d'évasion cartographiés, et un téléphone. Sur son écran, un message brillait, « Amenez-le à l'ancien entrepôt. Le paiement sera viré une fois que ce sera fait. » R, l'initiale, R, se détachait, audacieuse et indubitable. Ils avaient trouvé la preuve irréfutable. Depuis l'ombre, Alexander s'avança, s'arrêtant à quelques mètres d'Emma. La pluie ruisselait sur son visage, mais il ne ressentait aucun froid. Ses yeux se posèrent sur elle, froids, inflexibles. « Vous avez porté la main sur la seule chose que j'ai juré de ne jamais laisser quiconque blessé, » dit Alexander, sa voix basse mais claire, couvrant le son des sirènes s'éloignant et le cliquetis de la pluie. « Vous allez le payer. Vous allez tout payer. » Emma regarda Alexander, son visage déformé par la peur. Elle voulait dire quelque chose, se défendre, mais aucun mot ne sortit. Les yeux d'Alexander contenaient un mélange de fureur contenue, de soulagement que son fils soit en sécurité, et d'une résolution de faire pour mettre fin à ce complot une fois pour toutes. La première bataille était terminée, mais la vraie guerre ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais le ciel était toujours d'un gris terne et argenté. Sur le bureau gisait le téléphone d'Emma, un plan d'enlèvement saturé de flèches et une carte de l'entrepôt abandonné, exactement comme le message de R l'avait indiqué. La preuve était là, froide, indéniable. Juste après la nuit chaotique, Alexander s'était précipité dans le salon. Léo tremblait encore dans les bras de Monsieur Hargrove, son visage pâle, ses yeux gonflés d'avoir pleuré. Alexander prit son fils dans ses bras. Léo enfouit son visage contre la poitrine de son père, ses petites mains agrippant la chemise d'Alexander comme si le lâcher le ferait disparaître. Le serrant fort, Alexander murmura, « Je suis là. C'est fini maintenant. Tu es en sécurité.
La respiration de Léo venait par saccades irrégulières jusqu'à ce que l'épuisement l'entraîne dans un sommeil agité, plein d'ombre. Alexander ne bougea pas, le berçant toute la nuit. À l'aube, sa première décision fut claire, annuler les réunions, annuler les voyages d'affaires. Le travail pouvait attendre. Léo ne le pouvait pas. Il appela le pédopsychologue que Daniel avait recommandé. Toute la journée, il resta avec son fils, lisant lentement, jouant à des jeux doux, reconstruisant le fragile sentiment de sécurité. Chaque fois qu'un bruit fort faisait sursauter Léo, Alexander ne faisait que resserrer son étreinte, sans jamais le presser, sans jamais le questionner. En fin d'après-midi, lorsque Léo s'endormit enfin, Daniel arriva. Il posa un dossier mince mais lourd sur le bureau. « Nous avons identifié R », dit Daniel simplement. Le numéro qui a contacté Emma est passé par une société écran appelée iIndustrie Solutions, formée il y a 2 ans. Le propriétaire enregistré, Margaret Hale, la sœur de Richard. La pièce manquante s'emboîta. Alexander hocha la tête, son visage impassible, mais un frisson le traversa. Richard avait choisi de nuire à un enfant pour punir un adulte. Richard est sorti de prison il y a 3 ans, continua Daniel. Il te surveille depuis assez longtemps, surtout après l'accident d'Isabella. Il a compris que Léo était ton point faible. Il ne veut pas seulement de l'argent. Il veut que tu paies avec la seule chose que tu ne pourras pas racheter. Daniel tourna une autre page. Voici le dernier maillon, un membre du personnel de l'agence de services ménagers a été soudoyé. Cette personne a glissé le faux CV d'Emma dans la liste restreinte. La piste de l'argent va de Richard, via Margaret, à cet employé et enfin à Emma. La chaîne est complète. Les yeux d'Alexander se posèrent sur le téléphone d'Emma. À l'intérieur se trouvaient les routines de Léo, le plan de la maison, les créneaux horaires où Alexander était absent. Tout avait été arrangé pour frapper à la seule brèche qu'il ne pouvait pas combler, le temps. Nous avons suffisamment d'éléments pour inculper Emma et Jacques Turner, conclut Daniel. Mais Richard, il a déjà une longueur d'avance. Le front d'Alexander se plissa. Que veux-tu dire ? Il a orchestré cette pièce médiatique il y a des semaines, dit Daniel fermement. Il a engagé une équipe de relations publiques indépendante, rédigé une déclaration de démenti prête à l'emploi, créé un faux profil dépeignant Emma comme mentalement instable, de fausses lettres de démission, des courriels de colère fabriqués, même quelques témoins qui n'étaient rien de plus que des travailleurs saisonniers de ses anciens projets, payés pour répéter ce qu'ils auraient soi-disant entendu par ouï-dire. Il avait une liste de journalistes de tabloïds prêts, des envois de SMS programmés en pilote automatique. Tout ce qu'il avait à faire était d'appuyer sur le bouton. La nuit dernière, il l'a fait. Alexander prit son téléphone. Un message d'un vieil ami, Monsieur Conway, un ancien partenaire de construction, était arrivé tôt ce matin-là. Alex, je viens d'entendre des gars au club chuchoter, disant que tu négligeais ton garçon, le laissant à la femme de ménage. Ça va ? Court, sincère, et ça piquait. Quelques minutes plus tard, Madame Aldrich revint du marché, bouleversée. Elle dit que les vendeurs demandaient s'il était vrai que le maître de maison dissimulait un scandale familial, quelque chose qu'ils avaient lu dans un article récent. La rumeur avait déjà franchi le portail principal. Daniel glissa une autre enveloppe sur la table, des captures d'écran de titres sensationnels affichés dans quelques tabloïds. Il s'attaque à ton image de père, dit Daniel. Si le public adhère à l'idée que tu as été négligent, alors chaque mot que tu prononceras ensuite sonnera comme une excuse. Alexander se pencha en arrière sur sa chaise, inspirant profondément. Il se souvint de Richard, le jour où il fut inculpé pour fraude matérielle, se tenant à quelques centimètres de son visage, les yeux fixes. Je te prendrai la seule chose que tu estimes le plus. Cette menace était maintenant entrée dans sa deuxième phase, non seulement par l'action, mais par la rumeur. Quelle est notre première étape ? Demanda Alexander. Verrouiller les preuves, répondit Daniel sans hésitation. Sécuriser les appareils, exporter les journaux de temps, préserver les originaux. Envoyer tout à la police et aux avocats uniquement par les voies officielles. Et absolument ne pas perdre de temps à s'énerver sur chaque article de presse à sensation. Quand le moment sera venu, nous publierons les preuves, pas des opinions. Il marqua une pause, puis ajouta, comme pour éteindre toute étincelle d'impatience, et donne-moi 24 à 48 heures de plus. Je veux faire passer l'ancien mandat de perquisition avant qu'il n'ait une chance de faire le ménage. Il a créé ce cirque médiatique pour nous traîner dans la boue.
Nous n'allons pas nous abaisser à cela, nous allons le traîner à la lumière. Alexander jeta un coup d'œil vers la chambre où Léo dormait paisiblement. Le plan se cristallisa dans son esprit. Protéger son fils d'abord. Maintenir la vie quotidienne stable pour que Léo ne soit pas perturbé. Travailler avec la police et les procureurs pour combler les lacunes restantes. Puis, lorsque la chaîne de preuves serait complète, riposter avec rien d'autre que la vérité. Fais-le, dit-il. Daniel hocha la tête. Je serai de retour ce soir avec le mandat. Quant à toi, garde Léo près de toi et laisse-moi gérer le sale boulot. Les rumeurs tourbillonnaient toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur de cette pièce, la voix était claire. Pas d'arguments, pas de démenti, seulement des preuves. Et le moment qui forcerait l'homme derrière tout cela à faire face à la lumière. En seulement 2 jours, une tempête médiatique avait ravagé la vie d'Alexander Grant. Les tabloïds, les médias en ligne et les réseaux sociaux explosèrent avec des titres sensationnels et des articles malveillants. Le millionnaire Grant néglige son fils, le laissant presque kidnappé par une nounou dérangée. Père sans cœur utilise l'argent pour dissimuler de sombres secrets. La double vie du magnate de l'immobilier Alexander Grant. Alexander sentit sa poitrine se serrer comme dans un étau. Ce n'était pas seulement que sa réputation personnelle était détruite, bien que cela seul fût écrasant. C'était la peur que ces mots vicieux puissent atteindre Léo ou, pire, amener les gens à douter de la vérité, rendant tous ses efforts pour protéger son fils inutile. Par un matin maussade, alors qu'Alexander tentait de persuader Léo de prendre son petit déjeuner, la télévision de la cuisine afficha une émission matinale. Margaret Hale, la sœur de Richard, apparut à l'écran. Son visage affichait une expression de chagrin, mais ses yeux brillaient de triomphe. « Mesdames et messieurs », commença Margaret, sa voix dégoulinante de sympathie. Notre famille n'est que trop familière avec la cruauté d'Alexander Grant. Il a détruit la carrière de mon frère, et maintenant il essaie de rejeter la faute sur une pauvre femme, Emma, quelqu'un que Richard a aidé alors qu'elle était en difficulté, simplement parce qu'elle aurait soi-disant fermé les yeux sur la négligence de Grant. Emma souffre clairement de maladie mentale, et c'était la responsabilité de Grant d'enquêter à fond, de ne pas la rejeter quand tout s'est effondré et ensuite de lui jeter tout le blâme. Margaret insista, dépeignant habilement Alexander comme le méchant, un père négligent et un employeur impitoyable. Le fait que le nom de Richard soit apparu dans un message texte n'était qu'une simple coïncidence, chers amis. C'est un homme bon, toujours prêt à aider les personnes vulnérables. Alexander Grant salit le nom de notre famille pour cacher la vérité, à savoir qu'il a lui-même abandonné son enfant. Alexander éteignit immédiatement la télévision. La fureur le submergea, brûlante, dévorante. Richard ne voulait pas seulement se venger, il voulait le détruire complètement. Pendant qu'Alexander était sous le feu des critiques publiques, Richard il était retranché dans un lieu secret, surveillant attentivement la réaction du public. Il décrocha le téléphone et appela Margaret. « Tu as bien fait, Margaret, » dit Richard, sa voix grave mais épaisse de satisfaction. « Continue de semer la discorde. Que Alexander Grant apprenne ce que signifie tout perdre. Qu'il goûte à la honte du monde entier se retournant contre lui, le croyant un homme sans conscience. » Margaret laissa échapper un rire aigu. « Ne t'inquiète pas, Richard, nous nous assurons que cette histoire se répande partout. Il n'aura aucune issue. Ce n'est que le début. » De retour au domaine Grant, Alexander se sentait au bord de l'effondrement. Les murmures, les regards juges de son entourage, même de certains membres du personnel de la maison, pesaient lourdement sur lui. Mais quand il regarda Léo, assis seul avec ses blocs de construction, les yeux encore vacillant de peur à chaque bruit fort, Alexander sut qu'il ne pouvait pas céder. Il devait se battre pour son fils. Ce n'était pas seulement une bataille pour retrouver son propre honneur, c'était une bataille pour restaurer la paix et la confiance pour Léo. Bien qu'Emma et Jack Turner aient été arrêtés, et que la police ait en sa possession les messages codés en R ainsi que leurs premières déclarations concernant leur embauche, ils ne pouvaient toujours pas accuser Richard Hale. Emma, après son effondrement initial, retrouva rapidement son calme. Elle garda le silence, refusant de révéler quoi que ce soit de plus sur Monsieur R, insistant seulement sur le fait qu'elle avait été contrainte et qu'elle était mentalement instable. Daniel découvrit que Richard Hale détenait soit des secrets financiers sur elle, soit avait directement menacé sa famille, c'est pourquoi elle n'osait pas parler. De même, Jack Turner, bien que maîtrisé, refusa d'offrir quoi que ce soit d'autre que d'admettre qu'il avait été embauché pour des travaux de transport. Lui aussi avait été averti.
Richard avait clairement fait savoir ce qui se passerait s'il parlait. Même si le numéro de téléphone en été lié à l'une des sociétés écrans de Margaret Hale, cela seul ne suffisait pas pour porter plainte contre Richard. Il était rusé, couvrant toujours ses traces, laissant toujours une marge pour nier son implication, prétendant que Margaret n'était qu'un nom sur le papier ou que le numéro avait été utilisé sans autorisation. Sans le témoignage direct d'Emma ou de Jacques, et sans preuve photographique ou audio claire des ordres directs de Richard, la police ne pouvait pas le traîner en justice immédiatement. C'était précisément le point faible que Richard Hale exploitait pour monter sa contre-attaque médiatique. Alexander appela Daniel Harris. « J'ai besoin de toi tout de suite. Contacte le journaliste le plus réputé que tu connaisses. Quelqu'un qui ne se soucie pas des titres sensationnels. Quelqu'un qui se soucie de la vérité. » Daniel arriva avec des rapports et des articles virulents. « Ce n'est pas bon, Alexander. L'opinion publique se retourne contre toi. Nous avons besoin d'une forte contre-attaque. Des preuves qui ne peuvent être niées. » Je sais, hocha Alexander. Mais j'ai la vérité, et j'ai Léo. Ensemble, Alexander et Daniel élaborèrent une contre-offensive. Ils ne remettraient pas seulement les vidéos montrant Emma en flagrant délit à un journaliste d'investigation de confiance, mais aussi les messages textes de Richard. Plus important encore, sous la guidance d'une pédopsychologue, Léo, bien que très jeune, avait été doucement aidé à raconter une partie de ce qu'il avait enduré. Même prononcés doucement par l'intermédiaire d'un tuteur, les mots du garçon avaient un poids dévastateur, suffisamment puissant pour percer même les cœurs les plus endurcis. Alexander se prépara également pour une conférence de presse. Il savait que c'était sa seule chance de renverser la tendance. Il ne se cacherait pas, il ferait face au public. L'argent peut être regagné, la réputation peut être reconstruite, dit Alexander à Daniel, sa voix ferme et inébranlable. Mais une fois que vous perdez votre enfant, une fois que vous les laissez souffrir une douleur qu'ils ne devraient jamais avoir à supporter, il n'y a plus rien qui vaille la peine d'être conservé. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ma famille, et l'histoire de Léo servira de preuve de vérité et de justice. La vague d'émotion était passée de la calomnie et du quasi-effondrement à une farouche riposte. Alexander était prêt non seulement à restaurer son nom, mais, plus important encore, à restaurer un sentiment de sécurité pour Léo. 3 jours après la contre-attaque de Richard Hale, l'opinion publique se divisa en deux. La moitié des gens étaient toujours influencés par les titres sensationnels, tandis que l'autre moitié, grâce aux vidéos et aux rapports d'enquête, commença à se poser des questions. Alexander comprit. S'il voulait enfermer Richard devant un juge, il avait besoin d'un témoin direct. Emma était la clé. La prison était froide et vide. Alexander était assis en face d'Emma à travers la vitre épaisse, le téléphone pressé contre son oreille. Ses joues s'étaient creusées, les cernes sous ses yeux s'étaient accentuées. Mais quand elle le vit, ses lèvres s'incurvèrent légèrement, son regard toujours vif. « Vous êtes venu me voir misérable » commença Emma, sa voix rauque. « Je suis venu à cause de Léo » dit Alexander, d'une voix basse et ferme, « et à cause de vous. » Emma laissa échapper un rire sec. « À cause de moi ? Vous avez besoin d'un bouc émissaire pour votre spectacle. Richard vous jettera dès que vous ne serez plus utile, » répondit Alexander, la regardant dans les yeux. Il l'a déjà fait. Maintenant, il vous le fait, vous jetant tous les crimes sur le dos pour qu'il puisse s'en tirer librement. Les yeux d'Emma vacillèrent. Elle détourna le regard, sa tête s'inclinant comme pour étouffer quelque chose qui montait en elle. « Je sais qu'il vous tient par quelque chose » continua Alexander, sa voix calme mais non forcée. « Peut-être des factures d'hôpital d'un proche, peut-être un dossier que quelqu'un veut enterrer. Il utilise cette peur pour vous faire son sale travail. »« Vous ne savez rien » murmura Emma, serrant plus fort le combiné. « Vous ne savez pas de quoi il est capable. »« Je sais ce que cela fait de perdre sa famille, » dit Alexander, « et je sais ce que c'est de laisser la peur diriger sa vie. Vous avez blessé mon fils, c'est indéniable, mais vous n'êtes pas né pour être une méchante. Vous avez été acculé. Si vous parlez, le procureur tiendra compte de votre coopération. Je ne peux pas promettre la décision du tribunal, mais je peux promettre que votre famille sera en sécurité, prise en charge légalement, sans plus vivre sous son ombre. » Emma leva les yeux, humides, puis les endurcit de nouveau. « Je ne parlerai pas. Je ne peux pas » elle commença à abaisser le combiné à mi-chemin, comme pour mettre fin à l'appel. « Emma, » dit Alexander calmement, sa respiration inchangée. « Regardez-moi.
Elle se figea. Ce jour-là, quand vous avez appelé par la porte de la cuisine, baissant la voix pour que personne d'autre n'entende, dit Alexander lentement, vous saviez que c'était mal. Vous saviez que le garçon était terrifié, et vous avez quand même continué parce que quelqu'un d'autre vous tordait le bras avec des menaces. Il tordra plus fort si vous restez silencieuse. Emma ferma les yeux. Des images lui revinrent en mémoire, Léo se serrant la poitrine, sa sœur couchée dans un lit d'hôpital, et le message texte de Richard, n'ouvre pas la bouche. J'ai son dossier. J'ai une lettre d'intention du procureur, dit Alexander, glissant un papier contre la vitre. Ils reconnaissent qu'un témoignage volontaire peut être pris en compte lors de la détermination de la peine. Aucune garantie, mais la voie est réelle. Je suis également prêt à protéger votre famille, transférer les hôpitaux, dissimuler les identités, fournir des conseils juridiques gratuits. Si vous restez silencieuse, la seule certitude est que Richard vous utilisera une fois de plus, là, dans la salle d'audience. Emma secoua de nouveau la tête. Il le saura. Il sait toujours. Les mots lui échappèrent presque inconsciemment, comme la répétition d'un vieil ordre. Cette fois, nous contrôlons, dit Alexander. Vous signez la déclaration dans une pièce fermée, puis vous êtes transféré sous protection des témoins. Quand vous comparaîtrez devant le tribunal, il y aura des officiers des deux côtés. Il ne lui restera plus qu'une grande bouche, et cette bouche le trahira. Le silence s'étira pendant plusieurs battements de cœur. Les épaules d'Emma tremblèrent, mais elle ne détourna pas le regard. Il a les dossiers médicaux de ma sœur, dit-elle finalement, la voix brisée. Il a menacé d'interrompre son traitement si je parlais. Il m'a même forcé à vous piéger. Alexander hocha la tête, sans l'interrompre. Il la laissa terminer le chemin qu'elle devait parcourir seule. Il a dit de maltraiter l'enfant, de créer des cicatrices psychologiques, puis d'orchestrer un enlèvement pour que vous vous effondriez médiatiquement, dit Emma, les larmes coulant, mais sa voix se raffermissant lentement. Je dirai tout. Vous ne serez pas seul, répondit Alexander, et à partir de ce moment, il ne touchera plus jamais à votre famille. Le mandat d'arrêt fut signé dès que le témoignage sous serment d'Emma fut déposé avec la chaîne de preuves. Richard fut maîtrisé et placé en garde à vue à l'ancien entrepôt. Il jura, se débattit, mais il n'y avait pas d'issue. La salle d'audience était bondée. Une lumière froide se déversait sur le banc des accusés. Emma, Jacques Turner et Richard étaient assis sur le banc des accusés. L'accusation présenta les vidéos qu'Alexander avait collectées, messages textes, cartes d'entrepôt, valises remplies d'argent et un siège auto pour enfants. Les témoignages de l'équipe de sécurité et de M. Hargrove correspondaient à la chronologie et au lieu. L'avocat d'Emma se leva, demandant au tribunal de noter les graves menaces qu'elle avait subies et le lourd tribut psychologique à long terme. Le procureur tint bon. La défenderesse n'est pas innocente, mais son honnêteté peut être prise en considération. Puis il appela Emma. Elle s'avança à la barre, les mains agrippant le bord en bois, les yeux clignant brièvement vers la galerie où Alexander était assis, puis se fixant sur le jury. Ses mots furent directs, comment Richard l'avait approché, comment l'argent était passé par la compagnie de Margaret, les réunions sur les parkings, l'appel téléphonique la nuit précédant l'enlèvement, et les dossiers médicaux de sa sœur qu'il tenait en otage. Elle admit ses propres actions, refusa de blâmer l'enfant et ne tenta pas de se présenter sous un meilleur jour. L'avocat de Richard se tut, des fabrications. Mon client est un homme de compassion. Compassion, le coupa le procureur, brandissant des relevés financiers qui correspondaient au moment exact où Emma avait commencé à travailler au domaine Grant. Quel genre de charité est directement versé sur le compte d'un homme qui maltraite des enfants? L'avocat écarta les mains. C'était pour sa parente malade. Essayez-vous de criminaliser la gentillesse? Et cette gentillesse s'accompagne-t-elle de la condition d'enlèvement? Demanda le procureur, d'un ton sec. Un murmure parcourut la salle. Richard se tordit sur sa chaise, les lèvres serrées. Quand Emma décrivit comment il l'avait forcé à utiliser la phrase « obéissant comme un agneau » au téléphone, Richard perdit le contrôle une fraction de seconde, se redressant brusquement. « Tu n'as pas suivi le plan !» Toute la salle d'audience explosa. Son avocat lui tira la manche, le forçant à se rasseoir. Le marteau du juge craqua comme le tonnerre. « À l'ordre !» Chaque mot fut consigné au procès-verbal. Le procureur se tourna vers le jury. « Qu'avez-vous entendu ? Un homme qui était soi-disant étranger au fait a dit plan. » « Quel plan ? L'avocat de Richard s'efforça de réparer les dégâts.
Il a parlé dans un état d'agitation. Quel genre d'agitation fait qu'un homme répète le mot exact plan dont le témoin vient de témoigner, insista le procureur. Et pourquoi connaîtrait-il ce détail à moins qu'il n'ait été au centre de tout cela? La tension monta dans la salle d'audience. La pédopsychologue de Léo prit la barre, expliquant les signes de maltraitance, tressaillement au toucher, réflexe de sursaut au bruit fort, vomissement réflexe. L'avocat de Richard tenta de soutenir que ces comportements provenaient du chagrin de Léo après la mort de sa mère. Mais la psychologue traça une ligne claire. Il s'agit d'une réponse traumatique répétée à des déclencheurs spécifiques. Cela n'apparaît pas simplement du deuil. Le procureur conclut avec la chaîne des événements, vidéos, messages, pistes de l'argent, témoignages cohérents et le lapsus en pleine audience. Aucune pièce seule ne suffit, mais prise ensemble, la chaîne ne peut être niée. Richard resta rigide, ses yeux brûlants Emma. Elle baissa la tête un instant, puis redressa le dos. Alexander resta immobile dans la galerie, ne montrant ni soulagement ni triomphe. Il ne fit que jeter un coup d'œil à Léo, assis avec le médecin et Madame Aldrich. Le garçon serrait la main d'un adulte, ses yeux n'étant plus emplis de peur. Le procès avait encore des procédures finales, mais la situation avait basculé. Richard avait brisé le masque qu'il avait construit grâce à la manipulation médiatique, avec un seul mot, plan, qu'il ne pouvait pas ravaler. Et cette fois, aucun spectacle mis en scène ne pourrait détourner le public de la vérité mise à nu sous leurs yeux. Le procès s'étira encore une journée, rempli d'arguments enflammés et de preuves accablantes. Le témoignage d'Emma, bien que douloureux, frappa comme un marteau d'acier, brisant les faibles défenses de Richard Hale. Enfin, le jury rendit son verdict. Le tribunal prononça sa sentence. Richard Hale, 20 ans de prison pour avoir orchestré l'enlèvement et la maltraitance d'un enfant. Il fut reconnu coupable d'abus de pouvoir, de menaces et de mise en danger d'un mineur. Emma Roberts, 15 ans de prison pour complicité d'enlèvement et de maltraitance, bien que sa peine ait été en partie réduite pour avoir coopéré en tant que témoin. Jacques Turner, 12 ans de prison. Les complices restants reçurent des peines avec sursis ou des mesures de réhabilitation. Lorsque le jugement fut lu, la salle d'audience se tut. Alexander resta debout, sentant un poids énorme se lever de ses épaules. Justice avait enfin été rendue. Richard Hale, l'homme qui avait hanté sa vie et failli détruire son fils, payait enfin le prix. Au moment où il sortit du tribunal, Alexander serra Léo fort dans ses bras. Le soleil perça après des jours de pluie, inondant la place de lumière. Léo leva la tête pour regarder son père, ses yeux moins voilés par la peur, et fit un petit hochement de tête, comme s'il comprenait le sens de cette fin. « Papa, on peut rentrer à la maison maintenant ?» La voix du garçon était douce, mais elle contenait une paix fragile. « Oui, mon fils, » répondit Alexander, la voix nouée par l'émotion. « Nous rentrons à la maison. C'est fini maintenant. Tu es en sécurité. Je suis là. » De retour au domaine, Alexander prit une décision importante. Il convoqua ses cadres supérieurs. « À partir de maintenant, dit-il fermement, je vous délègue la majeure partie des opérations de l'entreprise. Je conserverai un rôle de conseil stratégique et prendrai les décisions finales, mais ma priorité absolue est désormais Léo. » Il ne voulait plus que l'attrait incessant des affaires le prive d'un seul instant avec son fils. Peu après, Alexander s'entretint également avec M. Hargrove et Mme Aldrich, qui l'avaient soutenu à travers tant d'épreuves. « Merci pour tout, mais désormais, je veux prendre soin de Léo moi-même. Il n'y aura plus de femme de ménage ni de nourrice. » Il voulait être celui qui nourrirait, guérirait et reconstruirait la confiance de son fils, brique par brique, jour après jour. Quelques semaines après le procès, le jardin du domaine Grande portait de discrets signes de changement. Le bassin était désormais pourvu d'une élégante et solide clôture de sécurité, un rappel durable du passé et de la paix durement gagnée. Une douce lumière printanière s'étendait sur la pelouse luxuriante et verte, apportant chaleur et promesse d'une nouvelle vie. Par un beau matin, Alexander et Léo se rendirent ensemble au lac. Dans les mains de Léo se trouvait un vieux bateau joué en bois, peint en bleu et blanc, avec une petite voile qui avait depuis longtemps pâli. Ce petit bateau, autrefois symbole de souvenirs douloureux, portait désormais une nouvelle signification. Léo n'avait plus peur d'approcher l'eau. Doucement, il posa le bateau sur la surface ondulante. Il dériva lentement, créant de minuscules cercles sur le lac. Les yeux de Léo le suivirent, brillant d'une lumière qui semblait contenir tout le ciel. « Papa » murmura Léo, sa jeune voix claire et tendre, « j'ai rêvé de maman. »
Elle souriait. Elle m'a dit que j'étais très courageux, et elle a dit qu'elle nous aime beaucoup tous les deux. Alexander s'agenouilla à côté de son fils et lui serra fortement la main. Une vague chaude d'émotion emplit sa poitrine. Il savait que Léo avait commencé son chemin de guérison, et ce rêve était un signe d'espoir. C'est ça, mon fils. Maman sera toujours fière de toi. Elle sera toujours avec nous, ici dans nos cœurs. Il posa sa main sur la poitrine de Léo, et le garçon posa sa petite main sur la poitrine de son père en retour, un geste simple mais rempli de sens. Daniel Harris vint leur rendre visite. Il sourit à la vue du père et du fils assis près du lac. Vous comptez reprendre le monde, vous deux? Taquina Daniel. Et Alexander et Léo éclatèrent de rire. Le rire de Léo, pur et innocent, résonna dans le jardin, libre maintenant de toute peur ou hésitation. Le son lumineux du rire de Léo, mêlé au rire profond et chaleureux d'Alexander, résonna dans tout le jardin. Le petit bateau jouet flottait de plus en plus loin, comme s'il emportait le passé avec lui, la douleur maintenant refermée derrière eux et ouvrant la voie à un avenir paisible, rempli d'amour. Alexander regarda Léo, puis le jardin, puis le bateau qui dérivait. Il savait que le chemin de la guérison était encore long, mais ils le parcouraient ensemble, car l'amour et le lien d'une famille sont la force la plus puissante de toutes. Ainsi, le parcours d'Alexander Grant et de Léo s'acheva, bien que ses échos perdureront sûrement en chacun de nous. De cette chute soudaine près du lac, aux nuits où Alexander installait discrètement des caméras, en passant par la confrontation tendue au tribunal, cette histoire fut non seulement une suite d'événements dramatiques, mais aussi un puissant témoignage de l'amour et de la résilience d'un père. Alexander, autrefois un homme d'affaires prospère mais surmené, avait appris la leçon inestimable de ce que signifie véritablement la famille. Il réalisa que, quelle que soit l'importance du travail, rien ne peut remplacer le fait d'être présent, attentif et aimant envers ses enfants. Ses actions, depuis la découverte patiente de la vérité jusqu'à sa ferme résistance aux rumeurs malveillantes, en passant par le sacrifice d'une partie de sa carrière pour s'occuper de Léo de ses propres mains, révélèrent une profonde transformation. Il était devenu non seulement le protecteur de la sécurité physique de son fils, mais aussi le père qui guérissait les blessures du cœur tendre de Léo. Le vieux bateau jouet, autrefois symbole de douleur et d'absence, dérivait maintenant sur le lac calme, portant l'espoir et le rire éclatant d'un enfant qui avait retrouvé la paix. Cette histoire nous rappelle le pouvoir de l'observation et de l'intuition d'un parent. Parfois, les plus petits signes, un regard apeuré, une réaction hésitante, sont des avertissements que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Elle souligne également l'importance de faire confiance à nos instincts et d'être prêt à agir pour défendre ceux que nous aimons le plus. Peut-être que dans votre propre vie quotidienne, il y a eu des moments où vous vous êtes senti mal à l'aise ou avez remarqué de petits signes qui vous ont laissé incertain. L'histoire d'Alexander Grant est un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour écouter votre cœur, pour faire passer la famille en premier et pour vous battre pour ce qui est le plus précieux. Puisse cette histoire vous apporter une émotion sincère et une réflexion significative. Avez-vous déjà ressenti des inquiétudes similaires à celles d'Alexander, ou peut-être tiré une leçon particulière du parcours de Léo et lui? Prenez un moment pour réfléchir à ces pensées. La vie apportera toujours son lot de défis, mais avec amour et courage, nous pouvons tous les surmonter.